Fidélité à la TFM, la télévision Futur Média, avec nous ce soir, le docteur Souleymane Keïta. Bonsoir. Bonsoir Chérif. Très heureux de vous recevoir, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, spécialiste des finances publiques et de l'économie industrielle, avec vous pour passer à la loupe le projet, une économie performante et résiliente, sous-tendue par une gestion transparente des finances publiques. Telle est la promesse du gouvernement. Vous avez lu le programme, qu'en pensez-vous ? Ok, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Je voulais rappeler aussi que je suis ancien chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, au nom de Saint-Louis. D'abord, le projet, c'est une vision, d'abord qui est articulée à partir de 5 axes stratégiques. Et globalement, ce qui m'intéresse là-dedans, ce qu'on appelle le triptyque qui a été développé, c'est-à-dire l'agriculture, qui est le fer de lance effectivement du développement économique et qui doit être tiré par le secteur industriel. Et maintenant tout adossé, n'est-ce pas, par un secteur financier probant, avec un rôle important, n'est-ce pas, que l'État doit jouer. Il pense ici aujourd'hui à un État développeur, à un État stratège qui doit maintenant valoriser et puis développer le secteur privé. Alors le projet, encore dans les limbes, hein, mais bon, on va s'intéresser quand même à son opérationnalisation. Quels sont selon vous ses atouts et ses faiblesses ? Justement, d'abord, les atouts, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a d'abord un état de lieu à faire. Un état de lieu, c'est de voir, parce qu'aujourd'hui, depuis 2012 à nos jours, le Sénégal a été dirigé par un plan qu'on appelle le plan Sénégal émergent, qui a ses faiblesses, c'est sûr, aussi il y a des avantages. Aujourd'hui, c'est de faire un état de lieu, parce que c'est comme si vous venez dans une maison, vous ne pouvez pas dire, voilà, tout n'est pas bon. Il faut d'abord faire un état de lieu. À partir de un travail comparatif. Un travail comparatif, c'est très important, parce que dans le plan Sénégal émergent, il y a des éléments positifs là-dedans. Donc ça d'abord, c'est pourquoi d'ailleurs, ils n'ont pas encore sorti un plan. Donc d'abord, faire un état de lieu, et voir maintenant quelle est la direction qu'on doit prendre, et puis maintenant essayer d'adosser effectivement le progrès qui a été proposé par rapport à cet état de lieu qui va être fait. Je pense que c'est ça la vision cohérente qu'ils sont en train de faire actuellement. Oui, d'après maintenant le document que vous avez lu, encore une fois, quels sont les atouts et les faiblesses? D'abord, les atouts, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a une réforme fondamentale en profondeur, effectivement, des finances publiques qui a été prévue, et ce qui se trouve déjà dans le plan Sénégal émergent. Mais l'autre élément, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a la formalisation du secteur informel. Ce qui est important, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le secteur informel représente aujourd'hui plus de 70% du PIB du Sénégal, donc ce qui est un secteur très très important. C'est un grand défi. C'est un très grand défi, justement. La formalisation du secteur informel. Il faut peut-être rappeler que depuis 1960 à nos jours, il y a eu des plans successifs de développement, n'est-ce pas, du secteur informel qui n'ont pas trouvé de solution. Qui n'ont pas marché. Qui n'ont pas marché, justement. Et quand je vois, il y a quand même des promesses très intéressantes, n'est-ce pas, dans le plan qui a été proposé, surtout des mesures d'incitative, n'est-ce pas, qui ont été prises pour pouvoir permettre justement à ce secteur informel-là de se formaliser, des mesures d'incitation, et puis aussi la facilité qui vont être accordées. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelques idées dans les corbeilles qui sont en train de mettre en place. C'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez dans les commandes publiques, il y a une part importante, n'est-ce pas, qui est réservée à l'économie nationale. Je pense qu'aujourd'hui, dans la politique d'intégration, parce qu'il faudrait aussi voir dans le plan, ils ont promis de mettre en place ce qu'on appelle un bureau d'intelligence économique, prospection, qui doit regarder effectivement tous ces éléments-là, voir dans la mesure du possible comment on peut intéresser le secteur informel dans les commandes publiques. Donc, un secteur informel qui se formalise, a accès aux commandes publiques. Donc je pense que c'est des mesures d'incitation aussi qui sont prévues, qui sont une très bonne chose. Disons que ça, ce sont les bons points. Y a-t-il des mauvais points alors? Voilà, bon, pour le moment, comme c'est un projet, c'est en vision, en termes de projet, je pense qu'aujourd'hui, on aura peut-être l'occasion de revenir là-dessus. Il y a la question monétaire, il y a d'autres questions justement qui sont là, qui ne sont pas encore comprises. C'est-à-dire aujourd'hui, ils sont venus au pouvoir à partir d'une demande forte. Aujourd'hui, il y a la question de l'emploi qui est là. Les gens sont pressés pour avoir un emploi, c'est vrai, mais ils ne peuvent pas aujourd'hui. Il faudrait qu'il y ait un langage de vérité qui doit être tenu par la population pour dire aujourd'hui, pour qu'il y ait l'emploi et le fruit, n'est-ce pas, de l'activité économique. Aujourd'hui, il faut qu'on produise. Il faut qu'il y ait l'activité économique qui puisse dégager effectivement de la richesse et pour que l'emploi puisse être créé après. Donc voilà. Alors, endogénéiser l'économie, c'est un programme ambitieux, mais est-ce réaliste quand même quand on connaît l'interdépendance économique? Voilà, d'abord il faut comprendre l'endogénisation, c'est quoi? Ça vient, n'est-ce pas, de programme de souveraineté économique. Parce que de nos jours, quand on dit souveraineté, c'est quoi? C'est la capacité justement d'un pays à pouvoir se satisfaire ses besoins fondamentaux en termes de nourriture, en termes de consommation.
Et cela demande effectivement que vous mettez en place d'abord un programme qui va être en porte-à-faux avec ce qu'on appelle l'ordre économique mondial. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut comprendre que l'ordre économique mondial nous influence notre modèle de consommation, notre modèle de production. Absolument. Donc maintenant, aujourd'hui, l'indonisation, c'est quoi? C'est de permettre effectivement à la population de pouvoir consommer ce qui est produit sur place et de produire ce qui est consommé sur place. Donc cela demande effectivement qu'on puisse s'approprier effectivement des outils de production et des outils de consommation, n'est-ce pas? Donc c'est pourquoi j'ai dit dans le triptyque qui m'intéresse dans le programme, c'est-à-dire l'agriculture, qui peut être faire de lance effectivement pour relancer le secteur industriel, pour assurer effectivement l'autosuffisance. Oui, au vu du tableau, quelles sont selon vous les priorités de cette transformation industrielle? Voilà, les priorités d'abord c'est quoi? C'est l'agriculture. Il faudrait comprendre aujourd'hui que nous importons plus de 1000 et quelques milliards en rien qu'en denrées alimentaires par an. Absolument. Et c'est qui est un manque à gagner énorme qui joue fondamentalement, n'est-ce pas, sur notre balance commerciale. Aujourd'hui, la priorité c'est quoi? C'est comment maintenant justement avoir un secteur agricole qui peut porter effectivement l'économie nationale. Oui, et le secteur privé, vous en avez parlé, mais d'abord, quelle est selon vous la proposition la plus structurante du projet? D'abord, la proposition pour le moment, vous avez raison de dire la proposition. Aujourd'hui, c'est la volonté que l'État a prise, par exemple aujourd'hui, d'avoir un secteur privé fort. C'est très important, parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui de souveraineté économique, on ne peut pas parler, n'est-ce pas, de souveraineté alimentaire sans pour autant un secteur privé. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser le secteur privé parce que pour avoir un État fort, il faut un secteur privé fort. Les gens oublient une chose, l'État n'est qu'un agent économique et qui agit selon, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des secteurs privés qui sont forts, l'État est fort. Donc voilà, il faut avoir un secteur privé fort, un secteur privé national. Justement, je parle de les nations, bien entendu. Absolument, les locaux qui se réjouissent d'ailleurs de cette nouvelle dynamique enclenchée, la confiance est rétablie. Expliquez la pertinence concrètement de placer le secteur privé comme pilier du développement économique. Parce que vous savez, les principales recettes d'un État, ça repose sur l'impôt. Et qui est-ce qui paye l'impôt? C'est le secteur privé. Les sociétés, donc justement, quand vous développez effectivement le secteur privé, c'est-à-dire vous vous développez vous-même. Parce que le secteur privé va créer de la richesse. Et la richesse va profiter à qui? À l'État. Donc aujourd'hui, les piliers sur lesquels aujourd'hui la politique économique du nouveau président va porter, c'est d'abord un secteur privé fort qui va redynamiser effectivement l'agriculture et l'industrie, qui sont les fers de lance, n'est-ce pas, du processus de développement économique de nos pays. Docteur Keita, le taux d'investissement est relativement faible au Sénégal. On est aux alentours de 38% selon l'ANSD. Et en plus des réformes qui existent déjà, comme la loi sur le partenariat public-privé et la mise en place de l'unité nationale d'appui au partenariat public-privé, quelles sont selon vous les mesures incitatives que le nouveau régime devrait privilégier? Justement, vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est le nouveau mode de gestion. Parce que quand je vous ai parlé de triptyque, c'est-à-dire qu'il fallait voir comment justement l'État peut venir en appui effectivement à l'économie nationale. L'une des mesures aujourd'hui qui s'est prise, qui est en tout cas vulgarisée même par des institutions internationales, c'est le partenariat public-privé. Aujourd'hui, un État lui seul, avec le maigre budget que nous avons, ne peut pas supporter tout. Il faut maintenant, c'est un nouveau mode de gestion. Peut-être qui n'est avec le maigre budget. Exactement, parce qu'aujourd'hui, nos budgets ne suffisent même pas aujourd'hui par rapport aux priorités nationales. Donc aujourd'hui, le partenariat public... Budget évalué à 7 000 milliards avec les recettes des hydrocarbures. Et on sait que ces recettes ne seront pas au rendez-vous, en tout cas, exactement, dans l'immédiat. Exactement, ça c'est l'un des problèmes aujourd'hui auxquels on est confronté. Donc je pense qu'aujourd'hui, à partir du secteur privé, aussi une gestion intelligente aujourd'hui de la dette. Parce qu'aujourd'hui, celui qui s'endette plus, ça réduit votre capacité, n'est-ce pas, de manœuvre. Donc maintenant, il faut une gestion rigoureuse, n'est-ce pas, de la dette, qui va passer par quoi aujourd'hui? À partir du développement aujourd'hui des secteurs privés, ça nous permettra, n'est-ce pas, de moins nous endetter et que maintenant, ça peut relancer le niveau de l'activité. Mais peut-on financer le développement industriel sans les partenaires au développement, les fameux PTF, comme on a l'habitude de les appeler traditionnellement? Voilà. Donc, si vous regardez très bien, effectivement, le programme du président Diomaye, l'objectif, c'est quoi? C'est d'abord, c'est de se passer justement de ces partenaires techniques et financiers. Donc, il faut... Mais on le sait, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être facile, justement. Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas demain la veille. C'est pourquoi on parle d'endonisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une politique d'endonisation, c'est-à-dire un développement endogène, basé, n'est-ce pas, sur les réalités économiques. C'est peut-être pas possible. En fait, ça serait un programme à long terme. Déjà, il faut commencer par rembourser. Par rembourser d'abord la dette qui a été contractée. Maintenant, dans le long terme, essayer de voir maintenant quels sont les mécanismes qu'on peut mettre en place pour permettre effectivement à nos États, n'est-ce pas, d'abord de s'autosuffire. Et donc, ça passe, n'est-ce pas, par
d'abord, l'optimisation fiscale, c'est un élément qui est très important. On va en parler et de se libérer de ces injonctions, de ces injonctions, des bailleurs. Et puis aussi de nous débarrasser très fortement aujourd'hui de la monnaie que nous avons, le franc CFA. Oui. Donc on reviendra là-dessus, qui constitue aujourd'hui un goulot d'étranglement, n'est-ce pas, pour le programme de financement de nos économies. Alors la question, vous l'avez touché du doigt, la question sur le franc CFA, est également beaucoup commentée. Question simple, les politiques de développement de nos pays et le CFA sont-ils compatibles? Voilà, et il faut rappeler aujourd'hui que le franc CFA souffre à peu près de trois maux. Le premier mot, c'est quoi? C'est d'abord, le CFA ne permet pas la compétitivité de nos économies. Vous savez, le franc CFA, on est dans une zone économique reliée avec ce qu'on appelle l'euro, à partir d'une parité fixe. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand le dollar fluctue et que le dollar s'apprécie, c'est par rapport à l'économie européenne, pas par rapport à notre économie. Donc aujourd'hui, par exemple, si le dollar s'apprécie, donc ça veut dire que l'euro se déprécie. Et donc ça automatiquement, ça implique effectivement une dépréciation de nos économies. Et nous, on n'a pas compétit. Donc du coup, ce qui se passe, c'est quoi? Une forte appréciation justement de l'euro a les effets contraires. Donc maintenant, ça va impacter, n'est-ce pas, sur nos valeurs de nos importations. Ça veut dire que ça va augmenter le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, de nos populations. Et pourtant, ça va faire comme si c'est une taxe qu'on a ajoutée à l'exportation et une subvention à l'importation. Ça veut dire qu'on va encourager les importations. C'est pourquoi on ne fait qu'importer. Au lieu qu'on puisse produire, on ne fait qu'importer parce qu'on a un pouvoir d'achat qui est augmenté. L'autre aspect, c'est quoi? C'est une sous-consommation, n'est-ce pas, de sous-financement de nos économies. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure. On manque effectivement aujourd'hui de crédit. Absolument. Il n'y a pas de crédit qui affecte à l'économie parce que tout simplement dans les critères de convergence, aujourd'hui dans les pays de l'UEMOA, il est fondamentalement il faut qu'on ait un taux d'inflation de moins de 2%. Ce qui veut dire quoi? Il faut baisser ce qu'on appelle le montant de crédit. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui quand vous prenez le ratio crédit sur le PIB, c'est l'ordre de 20 à 25% dans les pays de l'UEMOA. Pendant ce temps, en Europe, c'est l'ordre de 120%. Et dans les autres pays. Donc, vous voyez, donc, nos économies ne suivent. Avec le CFA, on ne donne pas suffisamment de crédit. L'autre élément fondamental, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on est arrimé effectivement avec un système monétaire d'un pays développé pendant qu'on est dans un pays sous-développé. Donc, cette synchronisation, c'est-à-dire le système économique n'est pas en synchrone, ce qu'on appelle la synchronisation. Donc, entre la volonté de nos pays et ce qu'on appelle les réalités politiques et économiques. Donc, ce qui pose un problème fondamental pour le décollage, n'est-ce pas, de nos pays. Donc clairement, il faut sortir, selon vous, il faut sortir de ce système. Est-ce qu'il faut y aller en solo ou avec non, ça je ne le souhaite pas qu'on aille en solo parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un grand ensemble. Absolument. Il faut peut-être aller ensemble. Peut-être sortir seul, ça va poser problème parce qu'aujourd'hui on a des engagements qu'on a pris avec les bailleurs de fonds. Et aussi, il y a aussi des engagements que nos opérateurs économiques ont pris. L'économie aujourd'hui, il y a le système économique aujourd'hui qui s'est endetté en CFA et en dollars. Donc par conséquent, sortir, ça va perturber, ça va créer ce qu'on appelle les crises systémiques au niveau de l'économie nationale. Donc on comprend les conséquences que cela peut engager au niveau de l'économie. L'autre élément, c'est la politique fiscale. 6 354,89 milliards de dépenses fiscales entre 2013 et 2021 et une fiscalité économique et socialement efficace. N'est-ce pas là le vrai défi de ce Justement, c'est pourquoi je dis aujourd'hui, est-ce que vous savez, à partir de l'optimisation fiscale aujourd'hui, il y a des études qui ont montré qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont dans la technologie, qui viennent aujourd'hui vendre les produits dans nos pays et ils vont payer les impôts ailleurs. Donc c'est important aujourd'hui. Donc à partir de la politique d'optimisation fiscale aujourd'hui, j'ai vu dans le programme du président Diomaye, c'est une façon justement de ramener ces programmes-là ici. Donc il parle, n'est-ce pas, de l'optimisation fiscale. C'est de permettre effectivement que toutes les richesses qui sont créées dans nos pays, qu'on puisse payer les impôts ici. Donc c'est une réforme considérable, n'est-ce pas, qui est en train d'entreprendre, surtout dans ce domaine-là, où la plupart des pays de l'Afrique, nous sommes en train de perdre des montants importants. Parce que si vous regardez par exemple aujourd'hui les GAFA, les institutions, en fait, tout ce qui est logiciel autre, ils font des chiffres d'affaires importants sur notre territoire et donc ils ont des comptes logés ailleurs et donc il faut payer les impôts là-bas. Pendant que la richesse est créée sur notre territoire. Donc il faut créer un moyen, n'est-ce pas, pour capter ces fonds-là, pour nous permettre, n'est-ce pas, de financer nos programmes de développement. Mais là, vous parlez des sociétés étrangères, mais je parle de la politique fiscale in situ. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention quand même pour ne pas gouverner avec des œillères de fiscalistes, puisqu'il faut quand même être efficace économiquement et socialement. C'est important. Ça, c'est important, justement. C'est-à-dire qu'une politique fiscale aujourd'hui
à un certain niveau, va perturber l'activité économique. Est-ce que vous savez aujourd'hui, l'une des causes fondamentales du développement du secteur informel est liée à la fiscalité. Lorsqu'on a un taux d'impôt très élevé, ça décourage les entreprises à formaliser. Donc par conséquent, il faut avoir une politique fiscale prudente pour permettre effectivement à ces entreprises-là d'être insérées dans le tissu économique. C'est important parce qu'aujourd'hui, on fait de la fiscalité pour les entreprises, pour que l'État puisse avoir des ressources. Mais lorsque vous avez un taux d'imposition qui est très élevé et qui décourage les entreprises, donc ça veut dire quoi? Ça va les amener dans le secteur informel et ça va faire des manques à gagner pour l'économie nationale. Absolument, et surtout être prudent concernant surtout les industries naissantes. Parce qu'on en a, le secteur que l'on connaît le mieux ici, c'est le secteur de l'audiovisuel, par exemple, la production audiovisuelle. Aujourd'hui, on voit qu'il y a le cinéma, les séries, il y a vraiment une industrie naissante. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire attention? Il y en a d'autres industries naissantes, mais faire attention quand même à la politique fiscale adaptée à ces industries naissantes. Exactement, quand je vous parlais dans le programme du président Diomaye, donc dans le développement du secteur privé national, ça fait partie. Aujourd'hui, l'État du Sénégal avec le partenaire, ils doivent discuter quelle politique fiscale pour l'émergence, n'est-ce pas, de l'économie nationale. Bien sûr. Parce que l'impôt, l'État en a besoin, mais aussi l'État a besoin que les entreprises soient là. Absolument. Parce que je préfère aujourd'hui d'avoir 50 personnes. Que les entreprises naissent, grandissent. Et puis voilà, que l'État puisse trouver des résultats. Absolument. Que, n'est-ce pas, d'avoir que 2 ou 3 grandes entreprises qui vont payer les impôts et les autres ne seront pas là. Et d'ailleurs, ça participe au processus de création d'emplois. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est fondamental aujourd'hui, je préfère en économie avoir 500 entreprises qui payent peut-être 10% d'impôts que d'avoir 10 entreprises qui payent 25% d'impôts. Donc c'est ça la politique fiscale. Absolument. Alors de 4,2%, le taux de croissance devrait passer à 8,3% en 2024, intégrant la production des hydrocarbures au Sénégal. Maintenant, si on dézoome un tout petit peu cette carte de la région, on constate une amélioration globale des perspectives en Afrique subsaharienne avec 4 points de plus de croissance pour atteindre 3,8% en 2024. Ce sont des chiffres du FMI. Mais la région continue de faire face à une pénurie de financement, des coûts d'emprunt élevés et des échéances de remboursement de dettes imminentes. Quand on arrive au pouvoir dans ce climat économique aride, comment allier politique d'austérité, création de richesses et dépenses sociales? Merci. La question, elle est très intéressante. D'abord, le premier niveau, c'est quoi? C'est qu'il faut comprendre que tout ce que vous dites, taux de croissance 4-7%. Ça, il faut avoir la nature de notre taux de croissance. Aujourd'hui, avec un taux de croissance même de 8%, ça n'arrive pas à régler les questions. Pourquoi? Parce que la croissance qui est créée dans nos pays, elle est créée ici, elle est consommée ailleurs. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir la nature de la croissance économique. C'est ce qui est important. Ce n'est pas le montant. Il faut avoir une croissance qualitative et non quantitative. La plupart du temps, en Afrique, c'est le débat qui est porté, ça porte sur la croissance quantitative. C'est qu'est-ce qu'on appelle de croissance à deux chiffres. Or, pourtant, cette croissance, elle a été réalisée ici, elle va être consommée ailleurs. Donc, par conséquent, la population n'en bénéficie pas. Absolument. Et donc, c'est pourquoi j'ai dit donc le programme ambitieux du président, ce qu'on appelle la souveraineté économique, pour nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir une croissance qualitative. Même à 2%, ça peut régler la question sociale, la question de l'éducation, quand elle est qualitative. Mais quand elle est quantitative, quel que soit le nombre, ça n'a pas d'impact direct, n'est-ce pas? Le chiffre n'est pas important, donc c'est vraiment la qualité et l'impact. Et l'impact que ça peut avoir. En fait, en économie, c'est le débat qu'on ne prend pas souvent. On n'a pas le temps, justement. C'est dans nos amphis qu'on dit ça à nos étudiants. Aujourd'hui, le niveau de la croissance économique, ce n'est pas le montant qui est important. C'est-à-dire, c'est la qualité de la croissance économique. Quels sont les secteurs qui ont contribué à la réalisation de la croissance? Si vous prenez par exemple la plupart de nos économies, elle est caractérisée par le secteur tertiaire. Or, le secteur tertiaire, vous regardez, c'est le secteur des banques et des assurances. Quand vous regardez, n'est-ce pas, dans nos pays, mais quand vous regardez le secteur bancaire, il est constitué par plus de 75% par des banques étrangères qui réalisent des chiffres d'affaires avec les possibilités. Et c'est le secteur tertiaire qui crée de la richesse. Qui crée de la richesse, justement. Cette richesse, elle est créée ici, elle est consommée ailleurs. Donc, par conséquent, la population ne pourra pas en bénéficier. Oui, et c'est cette tendance qu'il faut renverser. Justement, c'est cette tendance qu'il faut renverser. L'endogénisation. L'endogénisation, justement, du programme qu'on appelle l'endogénisation, pour que maintenant cette croissance puisse être réalisée ici. Je viens de dire sur le plan alimentaire comme ça, qu'au Sénégal, on importe pas de 1200 et quelques milliards en termes de denrées alimentaires. C'est énorme. Ça, c'est importé. Et puis maintenant, le fruit ou quoi, ça retourne, n'est-ce pas, en Europe. C'est ça le problème. C'est ça le fond du problème. Docteur Souleymane Keita, merci beaucoup. C'est moi. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je rappelle que Docteur Souleymane Keita est enseignant-chercheur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, spécialiste des finances publiques et de l'économie industrielle. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. À très vite sur TFM.